dénonce la CEDEAO, quand je dénonce les chefs d'État de la CEDEAO, mais c'est nous qui envoyons les chefs d'État au niveau de la CEDEAO. C'est nous qui les avons élus. Ce n'est pas la CEDEAO qui a élu les chefs d'État dans chacun de nos pays. C'est également au peuple de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que j'ai dit tout simplement pour que ça soit clair. Quand moi je parle de démocratie, il ne s'agit pas de prendre un modèle. Parce que pour moi, dans la démocratie, il n'y a pas de modèle. Il y a un modèle français, il y a un modèle anglais, il y a un modèle allemand. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Aladji Diouf. Oui. Reconnais que ce que tu dis ne contredit pas ce que j'ai dit. Parce que tu parles d'une... Tu parles d'une démocratie qui marche. Et je dénonce justement notre démocratie qui ne marche pas. Qui permet à qui veut de mettre à la tête de nos États qui ils veulent. À partir du moment où c'est quelqu'un de l'extérieur qui met quelqu'un à la tête de ton pays, ne demande pas le rôle du peuple. Le peuple n'existe plus. Ah si, le peuple existe. Mais attends, puisqu'on a mis quelqu'un que le peuple n'a pas choisi, mais qui a il existe avec quelle force? Le peuple était où quand on mettait quelqu'un? Non, le peuple était là. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple fasse sa part. Non, mais le peuple va faire sa part comment? C'est toi-même qui dis qu'il y a des dirigeants qui ne s'occupent pas du peuple. Comment ces dirigeants-là sont arrivés? S'ils sont arrivés par le peuple, ils vont s'occuper du peuple. Donc on ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Non, je dis ceci. La démocratie telle qu'on nous l'a vendue à la boule en 1991 est une fumisterie, est un piège à con pour les Noirs, et que si les Noirs veulent vraiment des régimes démocratiques, ils peuvent s'inspirer de leur propre histoire pour bâtir des sociétés où chacun a son mot à dire. L'Afrique de l'Ouest est en pleine mutation, et les regards se tournent vers l'Alliance des États du Sahel, AES, ce bloc souverainiste qui redéfinit les équilibres régionaux. Dans cette vidéo, nous vous proposons de plonger dans un débat passionnant autour de l'éventuelle adhésion du Togo à l'AES. D'après les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Dussey, plus de 70% des Togolais seraient favorables à cette dynamique. Pourtant, cette affirmation soulève des interrogations. Aladji Diouf, consultant en communication, et ambassadeur Sogouyou, panafricaniste engagé, questionne. Ces chiffres reflètent-ils réellement l'opinion publique ou sont-ils avant tout politiques? Le Togo partage-t-il les valeurs portées par l'AES, notamment la souveraineté, la lutte contre la corruption et la rupture avec les influences extérieures? En toile de fond, la relation difficile du Togo avec la CEDEAO revient dans la discussion. Qualifiée de syndicat de chefs d'État par nos intervenants, cette organisation est perçue par beaucoup comme un outil au service des puissances étrangères, loin des aspirations des peuples. Dans ce contexte, les Togolais, comme d'autres citoyens africains, aspirent à une gouvernance plus intègre et à une souveraineté réelle. Mais rejoindre l'AES implique-t-il seulement un rejet de la CEDEAO et de la France, ou cela nécessite-t-il une révolution interne? Restez avec nous pour découvrir ces enjeux majeurs et les perspectives qu'ils ouvrent pour l'avenir de l'Afrique. Aladji Diouf, plus de 70% de Togolais sont favorables à la dynamique de l'AES selon le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussey. L'Alliance va-t-elle s'élargir à d'autres pays dans les mois à venir à l'allure de ces déclarations selon vous? Bon, je ne sais pas d'où il tient ces 70%. Je n'ai pas vu de sondage pour dire il y a 70%. Ce qui est sûr, c'est que la jeunesse africaine de façon générale, y compris la jeunesse togolaise, est favorable à ce que moi j'appelle l'esprit AES. Parce qu'il y a cette chose-là qu'il faut dire de façon claire. Quand je dis esprit AES, c'est cette souveraineté du continent africain, au-delà même des trois pays qui ont constitué l'AES en tant que tel. Un autre élément également qui est clair, quand vous parlez de CEDEAO au Togo, le Togo a une expérience malheureuse avec les médiations de la CEDEAO. Et c'est le pouvoir en place qui était là pendant qu'il y avait ces médiations où les populations ne voulaient même plus entendre parler de médiation de la CEDEAO. Et moi, quand je dis CEDEAO, je précise toujours ce syndicat de chefs d'État. Parce que pour moi, il y a une différence entre les chefs d'État qui sont au niveau de la CEDEAO et la structure en tant que telle. Parce qu'à ce niveau, le problème, c'est les chefs d'État, ce ne sont pas les peuples qui constituent le problème au niveau de la CEDEAO. Maintenant, le peuple togolais veut faire sa part. Est-ce qu'on lui donne l'occasion de faire sa part? Parce qu'aller adhérer à la CEDEAO pour les peuples togolais, ce n'est pas seulement dire non à la France, mais c'est également voir au niveau du Togo ce qu'on a vu au niveau des pays de l'AES, c'est-à-dire une véritable rupture. Est-ce que cette rupture... Adhérer à l'AES, vous vouliez dire? Oui. Est-ce que la rupture, elle est là, à l'interne?
Je ne parle pas de rupture par rapport à la France qui est très évidente. Dans tous ces pays qui adhèrent à l'AES, il y a une rupture à l'interne. La façon de gérer les biens du pays, la façon de lutter contre la corruption, est-ce que le Togo est dedans? L'orientation politique au Togo, est-ce que c'est la même que l'orientation politique au niveau de l'AES? L'AES actuellement a un discours plutôt pas en phase avec la démocratie. Quel est le discours du Togo par rapport à la démocratie? Mais qu'est-ce que vous faites dire que l'AES n'a pas un discours en phase avec la démocratie? Mais l'AES et ceux qui supportent l'AES ont toujours dénoncé la démocratie en disant pas d'élection, clairement. Ah bon? Plusieurs fois. Ah oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Non, laissez-moi terminer d'abord. Ah oui, il ne faut pas... Ici, même sur ce plateau, il est le professionnel de ce qu'il appelle démocratiquement élu, en se moquant de la démocratie et tout. Mais les gens sont libres. Il parle plutôt de démocratie dévoyée, moi, j'entends. Oui. Je parle de cette démocratie dévoyée, mais dans le fond, quand vous discutez avec les gens, on nous dit que la démocratie, c'est une partie également de ce que l'Occident nous a amené. Il faut dire les choses. Ça, c'est des faits. Il ne faut pas qu'on mette les faits de côté. On est en train de comparer, puisqu'on parle de Togo dans l'AES, pour que ça soit clair, il faut bien qu'on compare. Quand on regarde l'article 11 de la charte de l'AES, qui parle d'adhésion, mais l'article dit clairement que c'est ouvert, les gens peuvent venir, il faut que ces gens partagent les mêmes réalités géographiques. Pour le Togo, ça ne pose pas de problème, même si le Togo n'est pas le Sahel, c'est plutôt la savane. Ils sont quand même proches d'un point de vue géographique. Il parlait également d'avoir les mêmes réalités politiques. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de pouvoir politique. Est-ce que c'est les mêmes réalités politiques qu'on retrouve? Les réalités socio-culturelles, on peut dire que ce n'est pas très loin, mais il faut qu'ils disent, le même article dit qu'ils doivent partager les mêmes objectifs. Mais en ce moment, il faut qu'on interroge les Togolais sur ces questions et qu'on leur donne la parole. Quand les Togolais s'exprimeront, on va savoir exactement qu'est-ce que les Togolais disent. Mais moi, je le dis tout le temps, il faut arrêter de parler au nom du peuple. Le peuple est là. Je me dis que les Togolais ont bel et bien envie de parler. Il y a des médias au Togo qu'on leur donne la parole, mais on saura exactement ce que les Togolais veulent au lieu de parler à la place des Togolais. Pour moi, c'est le plus simple. Est-ce qu'il y aura d'autres pays? Mais c'est possible puisque l'AES a ouvert. Ce n'est pas quelque chose de fermé en posant des conditions. À l'heure actuelle, quel pays viendra? Je ne saurais le dire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai vu ni un pays qui a fait une demande officielle, ni un pays qui a fait une demande officieuse d'adhérer au niveau de l'AES. Mais d'ailleurs, la parole est aux Togolais, même au-delà du Togo, aux Africains, au monde entier. Ils vont nous envoyer leur contribution 96 08 43 43, présenté de l'initiative plus 228, et ils nous diront ce qu'ils pensent de l'adhésion de tel ou de tel autre pays à l'esprit, comme vous dites, de l'Alliance des États du Sahel. Oui, je disais les 70%. Plus de 70%. Les plus de 70% annoncés par le ministre Doucet, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas eu un sondage formel qui a dégagé ce pourcentage. Mais en réalité, personnellement, je sais que c'est plus de 70% parce que si c'est 70%, ça suppose qu'il y a 30% de Togolais qui sont en train de quémander l'esclavage, qui sont en train de quémander que leurs biens aillent engraisser des gens et que nous, nos populations meurent dans des conditions de pauvreté, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de ceci, pas de cela. Donc je n'imagine pas 30% de Togolais en train de mendier l'esclavage, en train de mendier l'exploitation sans limite, en train de mendier l'inhumanité. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus considérés comme des hommes. Donc, laissons de côté le sondage, les 70%, les plus de 70%. Bon, le ministre a parlé et il n'avait pas fait un sondage avant d'aller. Je crois que tu as dit que peut-être il ne s'attendait même pas à la question. Mais un ministre, il a toujours de la répartie. Maintenant, la question, il faut donner la parole au peuple. Mais moi, ici, sur toutes les radios, télévisions privées et tout, mais les gens ont toujours exprimé librement ce qu'ils pensent de cette histoire de l'AES. Et nous, ici, nous avons toujours dit ce que nous pensons. Ce que nous pensons n'est pas la règle, mais ce que nous pensons peut juste servir de repère. Quant à dire que la démocratie, on n'en veut pas, mais écoutez, comment vous voulez... Récemment, le Mali, le général Assimi Goïta vient d'arraisonner combien? 3 tonnes d'or que la société machin avait gardé. Si c'était un régime démocratique, c'est-à-dire qu'un régime placé par ces gens-là, les 3 tonnes d'or, ça passe comme une lettre à la poste.
plus de 260 millions de dollars. Donc, cette démocratie qui est conçue avec habileté pour infantiliser les Noirs, pour les exploiter, pour les saigner, pour les appauvrir, pour que des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina soient qualifiés de pays les plus pauvres par le même type qui les saigne à blanc depuis plus de 200, 300, 400 ans, nous ne voulons pas de cette démocratie-là. Moi, je n'en veux pas. Je l'ai toujours dit. Je ne fais pas semblant. Je ne vais pas faire semblant parce que c'est très à la mode pour, disons, des penseurs, des intellectuels, des journalistes africains de se proclamer démocrate. Je ne suis pas démocrate de pacotille. Le jour où je me dirai démocrate, c'est que nous avons trouvé une forme de démocratie où les Togolais peuvent s'exprimer sans être esclaves de quelqu'un. Ici, tes politiciens, je ne dis pas lesquels, leur plus grand bonheur, c'est d'aller au Quai d'Orsay se faire recevoir dans un bureau obscur dans la cave et ils reviennent, on m'a reçu à Paris, on m'a reçu au Quai d'Orsay. Mais moi je préfère que tu dises que tu es allé à Amigra, tu as organisé un meeting, le peuple est sorti, le peuple t'a acclamé, que tu es allé à Mandouri, tu as organisé un meeting, le peuple est sorti, t'a acclamé. C'est pas que tu es allé au Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay on s'en fout, on n'en veut pas. Donc cette démocratie-là, qui est en train de nous enliser, qui est comme des poids à nos chevilles, en train de nous enfoncer de plus en plus profond dans les abysses de la misère, de la pauvreté, nous n'en voulons pas. Donc, ce n'est pas que les gens du Sahel sont contre la démocratie. Ils veulent mettre sur pied une démocratie qui puisse à minima fonctionner. Rawlings a fait coup d'État au Ghana. C'est un militaire. Il a mis sur pied un système démocratique qui marche. Aujourd'hui, on a élu John Mahama. Tout le monde acclame. On dit, il a été bien élu. On doit ça à qui? On doit ça à Rawlings. Heureusement, Mahama est du parti, le NDC, il est du parti de Rawlings. Donc, les officiers du Sahel veulent faire une démocratie qui soit au service des peuples de leur pays et non une démocratie qui soit au service de l'exploitant, du voleur, du pilleur, de l'arrogant. Ça, ils ne veulent pas et personne n'en veut. Donc, on n'est pas contre la... Il faut qu'on précise. Je ne parle pas de démocratie qui est une démocratie qui ne respecte pas des principes. Je suis tout le temps... Non, laissez-moi terminer quand même. Moi, je n'avais pas terminé. Allez-y. Je n'avais pas terminé. Oui, allez-y alors. Le débat, c'est... Ah non, il faut le faire quand même. Des échanges. Donc, vous pouvez clarifier votre position. Clarifier avant que je ne termine. On ne m'a jamais vu défendre une démocratie de pacotille. Voilà. Il faut que ça soit très clair. Quand je parle de démocratie, je parle de principe. Un pouvoir du peuple, un pouvoir pour le peuple. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Parce que la démocratie, pour moi, n'a absolument rien à voir avec aller en France ou aller aux États-Unis. Voilà. Les Sénégalais font leur démocratie et quand ils le font, ils ne vont pas en France. Voilà. C'est le peuple sénégalais qui l'a fait. Ce n'est pas les politiques sénégalais qui l'ont fait. Et le peuple sénégalais n'est pas allé en France pour faire sa démocratie. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui. Très clair même. Moi, quand je parle de démocratie, c'est des principes. Un des principes, c'est la bonne gouvernance. Dans combien de nos pays il y a cette bonne gouvernance? Le deuxième principe, c'est des élections libres, démocratiques. Ce qui est extrêmement facile à organiser. Quand des élections ne sont ni libres, ni démocratiques, c'est de la mauvaise volonté politique, c'est de la malhonnêteté. Il n'y a rien de plus facile que d'organiser des élections. C'est une entreprise tout simplement technique. Il y a des spécialistes pleins pour pouvoir organiser des élections comme il se doit. Je peux terminer? Non. En fait, je dois préciser ma pensée. Parce que quand vous parlez de la démocratie dont je parle et vous parlez de France, moi, quand je parle de démocratie, je ne la lis pas du tout à la France. Pas du tout. Oui, les Ghanéens ont fait ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en Angleterre pour le faire. Voilà. Mais c'est pourquoi, tout à l'heure, quand je parlais, je disais que le peuple togolais doit faire sa part. Parce que si on veut que l'Afrique devienne libre, c'est chaque pays d'abord qui doit être libre. Et pour moi, la liberté d'un pays, ça commence par la liberté du peuple qui compose ce pays-là. C'est quand ce peuple-là sera libre qu'on pourra le faire. Mais quand ce n'est pas le cas, même quand je dénonce la CEDEAO, quand je dénonce les chefs d'État de la CEDEAO, mais c'est nous qui envoyons les chefs d'État au niveau de la CEDEAO. C'est nous qui les avons élus. Ce n'est pas la CEDEAO qui a élu les chefs d'État dans chacun de nos pays. C'est également au peuple de prendre ses responsabilités. Et c'est ce que j'ai dit tout simplement pour que ça soit clair. Quand moi je parle de démocratie, il ne s'agit pas de prendre un modèle. Parce que pour moi, dans la démocratie, il n'y a pas de modèle. Il y a un modèle français, il y a un modèle anglais, il y a un modèle allemand. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Aladji Diouf. Oui.
reconnais que ce que tu dis ne contredit pas ce que j'ai dit. Puisque tu parles d'une... Attends, pardon. Tu parles d'une démocratie qui marche. Et je dénonce justement nos démocraties qui ne marchent pas, qui permet à qui veut de mettre à la tête de nos États qui ils veulent. À partir du moment où c'est quelqu'un de l'extérieur qui met quelqu'un à la tête de ton pays, ne demande pas le rôle du peuple. Le peuple n'existe plus. Ah si, le peuple existe. Mais attends, puisqu'on a mis quelqu'un que le peuple n'a pas choisi, mais qui il existe avec quelle force? Le peuple était où quand on mettait quelqu'un? Non, le peuple était là. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple fasse sa part. Non, mais le peuple va faire sa part comment? C'est toi-même qui dis qu'il y a des dirigeants qui ne s'occupent pas du peuple. Comment ces dirigeants-là sont arrivés? S'ils sont arrivés par le peuple, ils vont s'occuper du peuple. Donc on ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Non, je dis ceci. La démocratie telle qu'on nous l'a vendue à la boule en 1991 est une fumisterie, est un piège à con pour les Noirs, et que si les Noirs veulent vraiment des régimes démocratiques, ils peuvent s'inspirer de leur propre histoire pour bâtir des sociétés où chacun a son mot à dire. Voilà ce que moi je dis. Et je dis, les pays du Sahel, auxquels beaucoup d'autres vont s'ajouter bientôt, sont des pays qui sont à la recherche d'une vraie démocratie et non des appendices, des idées mal conçues, mal mûries dans certains pays où eux-mêmes ne s'entendent même pas, on se chamaille tous les jours pour venir porter du trouble dans nos pays. Nous, on est des pays pauvres. Oui, on n'a pas le temps de nous chamailler comme eux. Aladji Diouf, pour clôturer cette phase-là, est-ce qu'on n'est pas tenté de donner raison à son excellence Ogoyou Kegewé, après avoir écouté Simone Gbagbo, après avoir écouté Robert Bourgi dénoncer les travers des relations diplomatiques entre l'Afrique et la France à un moment donné? On lui donne raison sur quelle base? Sur la démocratie ou bien sur ce qui a été révélé? Sur la démocratie pacotille. Oui, non. En fait, pour moi, ce n'est pas une affaire de démocratie pacotille. Pour moi, comme je le dis, mais c'est les peuples qui règlent les problèmes de leur pays. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Simone le dit aujourd'hui, elle était où quand ça se faisait? Oui, mais est-ce qu'elle avait la possibilité d'être sur les médias pour parler? Elle avait aucune force. Au moins, elle avait la possibilité de faire quoi? De parler. Mais elle était en prison, Simone Gbagbo. Elle n'avait même pas parlé quand elle est arrivée en prison avec son mari. Elle n'avait même pas parlé. Non, ne jouez pas avec ces jeux-là. Non, doucement. Non. Le jeu, la prison de Simone, c'est un jeu. La prison de Gbagbo, c'est un jeu aussi. Moi, quand on m'écoute, on me comprend. Parce que ce que je dois dire, je le dis. Tout le monde me connaît pour ça. C'est pas la peine de m'orienter. Je comprends ce que Aladji Diouf Simone était dit. Au pouvoir avec son mari. Oui. C'était pas l'épouse de Gbagbo au pouvoir. Elle était au pouvoir avec son mari. Oui. Mais tout ce que Bourgi a dit sur son mari, Simone était où? Simone était où? Elle était là. Elle n'a pas fait sa part. Elle devait faire quoi? Déclencher une guerre conjugale? Non, elle n'a pas besoin d'une guerre conjugale pour cela. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. J'ai dit Simone était au pouvoir avec son mari. Je n'ai pas dit Simone était l'épouse de Gbagbo parce que Simone fait partie du FPI. Oui. Elle n'est pas seulement femme de Gbagbo. Donc, elle était au courant et elle n'a pas fait les dénonciations à temps, vous voulez dire? Oui, mais c'est qu'en fait, c'est très facile. C'est très facile de juger les choses a posteriori. Et c'est ça qui nous crée des problèmes en Afrique parce que à chaque fois que les gens sont là, au moment où ils peuvent dire non, ils ne disent pas. Mais Thierno Alassane Sall, il n'était pas comme Gbagbo, comme Simone dans le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il était simplement un ministre. Quand Macky Sall a voulu favoriser Total pour les gisements pétroliers au Sénégal, il a refusé catégoriquement. Malgré toutes les pressions, il a refusé catégoriquement. Quand les pressions ont continué, il a démissionné. C'est de ces Africains-là qu'on a besoin. Mais pas d'Africains qui disent, dans ces conditions, je ne peux rien faire. Mais ça veut dire que les choses vont continuer parce que ceux qui sont en train d'exploiter ne vont pas venir nous donner un plateau et nous dire les choses vont changer. Écoute, tu dis des choses qui relèvent du bon sens, mais il faut être réaliste. Simone Gbagbo aurait dû dire quoi? À son mari ne donne pas l'argent au pilleur Bourgi. Mais bien sûr. Mais tu sais comment ça aurait fini? Il serait arrivé à la Haye plus tôt que prévu. Mais en tout cas, ça a fini là-bas. Même si c'est plus tard. Oui, mais ça n'a rien il serait changé, arrivé plus tôt que prévu. Ça n'a rien changé alors. Donc, moi je vais te dire quelque chose. Dans tous les pays du monde, quand un pouvoir tient des gens, il le tient, il ne les laisse pas. Tu as vu actuellement Mark Zuckerberg, l'homme, le chef de Meta, qui dit moi, le pouvoir de Biden et ses acolytes m'avaient obligé à faire ci, à faire ça. Pourtant, Mark Zuckerberg, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi lui n'a pas tenu tête pour dire non, je ne fais pas ça? C'est pour te dire, quand quelqu'un en matière de politique te tient, il te tient.
C'est là où je ne suis pas d'accord. Mais attends, oui. C'est là où je ne suis pas d'accord. Le contraire est là. Le contraire est là aussi. Oui, tu as donné l'exemple d'un ministre sénégalais. Je peux donner plusieurs autres exemples. Oui. Je dis, c'est pas le seul. Tu as donné l'exemple d'un ministre sénégalais. Oui. Mais quand il a refusé, ça a changé quoi? Total n'a pas eu son pétrole. Pourquoi les nouveaux venus, Diomaye Sonko, pourquoi ils sont en train de chercher justement à voir clair dans les accords de Total? C'est parce que malgré le refus héroïque de ce ministre, rien n'a changé. Oui, mais voilà. Imaginez si quelqu'un refuse et rien ne change. S'il se couche, comme dit Kizerbo. Ce que Kizerbo dit, c'est que nous, Africains, là, si nous nous couchons, nous mourrons. Lui, il ne s'est pas couché, il s'est mis debout. Et c'est ça qui manque aujourd'hui sur le continent africain. Il faut que les gens se mettent debout pour que dans tous les pays, qu'on aille à cette souveraineté de l'Afrique. Une question avant la pause. À un autre problème. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est un autre problème. Non, c'est valable dans nos pays. Il ne faut pas dire un autre problème. C'est ça le problème. Oui, c'est le problème, mais comment le régler? C'est une autre question. Ouais, une dernière question avant la pause. Que pensez-vous de tous ces intérêts manifestés à l'endroit de la US? Est-ce que ça ne sonne pas comme un désaveu de la CEDEAO, qui était à un moment donné très opposé, très remonté contre ces régimes? Aujourd'hui, les choses changent. Est-ce qu'on peut faire partie de la CEDEAO et postuler, taper à la porte de l'AES? Bon, comment analyser la situation? 1 minute chacun et on va à la pause. Ben, moi, je me dis que c'est du possible parce que quand on regarde le préambule de la charte de l'AES, le préambule ne remet pas en cause la CEDEAO. Quand il parle de l'égalité internationale, il cite les Nations Unies, il cite l'Union africaine, il cite la CEDEAO. Donc pour moi, sur ce plan, je ne vois pas où se trouve le problème en tant que tel. Ils ont été membres de la CEDEAO, ils ont quitté la CEDEAO, ils restent dans l'espace géographique. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut leur empêcher d'avoir des relations avec la CEDEAO de façon objective. Au contraire, c'est ce qu'ils sont en train de faire en prenant pays par pays. Comment on appelle ça encore? Le message qu'ils ont fait passer à la veille du sommet de la CEDEAO sur le fait qu'ils accueillent tous les ressortissants de la CEDEAO, c'était un appel du pied pour qu'au niveau de la CEDEAO, qu'on voit à peu près la même chose, puisque quoi qu'on dise, les peuples sont là, ils sont ce qu'ils sont, les dirigeants sont là, ils sont ce qu'ils sont. C'est les dirigeants qui vont passer, c'est les peuples qui vont rester. Excellence. Moi, je crois que fondamentalement, les peuples de la CEDEAO et de l'AES n'ont aucun problème. Si les gens de l'AES agissent comme ils agissent dans l'intérêt de leur population, il aurait suffi que ceux de la CEDEAO aient le même comportement agissant uniquement dans l'intérêt de leur population. Il n'y aurait pas de contradiction. C'est parce qu'eux, ils reçoivent des ordres de quelque part pour les imposer à leur propre population et après les imposer au pays de l'AES. C'est là-bas que ça coince. Alors, si la CEDEAO cesse d'être le porte-voix des menteurs, des manipulateurs, des exploiteurs, des voleurs, des soutiens du terrorisme, mais, en fait, il y a quelle différence entre nos pays? Il n'y a aucune différence. Quand des présidents défilent à Paris, qui pour prendre l'argent, qui pour danser, recevoir une danse, qui pour recevoir une médaille, mais comment tu veux que ça marche? Donc, la CEDEAO n'a qu'à changer sa façon de faire, du moins les dirigeants, et vous verrez que les gens de l'AES n'ont aucun problème contre personne. L'AES n'a jamais menacé d'aller attaquer un pays de la CEDEAO. Ils ne sont pas aussi fous. Merci pour vos différents points de vue. Les téléspectateurs vont apporter les leurs dans la seconde partie, mais là nous marquons une pause. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New Forum. L'éventuelle adhésion du Togo à l'AES ne se résume pas à un simple acte symbolique ou diplomatique. Comme le souligne El Hadj Diouf et ambassadeur Sogouyou, elle interroge la capacité du pays à incarner les valeurs de souveraineté et de transformation politique prônées par l'Alliance. Le Togo, avec son histoire complexe et ses défis internes, est-il prêt à une rupture profonde avec ses anciennes pratiques, notamment en matière de gouvernance et de justice sociale? Peut-il s'aligner sur l'esprit AES, qui ne se limite pas à un rejet du néocolonialisme, mais s'inscrit dans une démarche de refondation politique et économique? Cette discussion met en lumière une vérité essentielle. Ce n'est pas uniquement aux dirigeants de parler au nom des peuples, mais aux citoyens eux-mêmes de s'exprimer et d'orienter leur avenir. Et vous, pensez-vous que le Togo est prêt pour une telle transformation? Faites entendre votre voix dans les commentaires, abonnez-vous à notre chaîne, et rejoignez cette conversation cruciale pour l'avenir de l'Afrique.